Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, une nouvelle journée de mobilisation à l'appel des syndicats. De nombreuses perturbations à prévoir dans les transports. Hier, Jean-Paul Delevoye a fait le bilan de la consultation citoyenne et de la concertation avec les partenaires sociaux sur cette réforme des retraites. En attendant les annonces d'Édouard Philippe. Demain, on en parle avec le sénateur centriste de l'Essonne, Vincent Delahaye. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous nous intéressons à l'écologie, à l'environnement, à l'occasion de la COP25 qui se tient en ce moment à Madrid. Nous passons la semaine dans Lyon. Aujourd'hui, direction Verguigny avec cette question. Est-il déjà trop tard pour sauver la biodiversité dans les campagnes françaises? Et puis enfin, dans le Club des territoires, nous parlerons bien sûr largement de cette réforme des retraites avec cette question: comment sortir de l'impasse? Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 10 décembre. Le Sénat vote aujourd'hui le budget 2020, budget modifié. Le gouvernement le présente comme le budget du pouvoir d'achat avec 5 milliards de baisse d'impôts pour les ménages. La droite sénatoriale reproche, elle, au gouvernement un renoncement sur la question de la dette et des déficits. 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende, c'est la peine prononcée contre Jean-Luc Mélenchon, condamné pour acte d'intimidation, rébellion et provocation lors de la perquisition houleuse au siège de la France Insoumise. À l'évidence, c'est un jugement politique, a réagi Jean-Luc Mélenchon. Et puis ça se précise pour les municipales à Marseille. Hier, La République En Marche a apporté son soutien à Yvon Berland, l'ancien président de l'université ex-Marseille. De son côté, la sénatrice ex-socialiste Samia Ghali s'est déclarée candidate. Et puis les divisions ne s'arrangent pas à droite. Le sénateur Bruno Gilles quitte les Républicains dont il présidait la fédération locale. Il réaffirme sa candidature face à Martine Vassal, investie par les Républicains. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de l'Essonne, siège dans le groupe Union Centriste et vice-président du Sénat. Bonjour Vincent Delahaye. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr longuement parler de cette réforme des retraites et du budget qui sera voté cet après-midi au Sénat. On va commencer par la réforme des retraites. Avant de vous entendre, on va écouter Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites. Il a présenté hier les conclusions de la consultation citoyenne et des concertations avec les syndicats. On l'écoute. Je retiens un consensus pour conserver l'ADN du système de retraite français, un système par répartition. Toutefois, les organisations syndicales et patronales n'ont pas la même vision des choses sur la prise en compte de l'allongement de l'espérance de vie dans la durée travaillée et des leviers à actionner pour assurer l'équilibre de notre système de retraite en 2025. Je note une demande forte de garantie des droits qui auront été constitués avant la réforme. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. Vincent Delahaye, est-ce que rien que ce compte-rendu, ça traduit toutes les ambiguïtés, toutes les difficultés autour de cette réforme et toutes les inquiétudes aussi ? Bien sûr, quand on ne sait pas où on va, c'est compliqué d'être assuré. Donc c'est vrai que sur les retraites, il y a nécessité d'une réforme, il y a nécessité d'un système plus juste qui supprime sans doute pas mal d'inégalités et d'injustices aujourd'hui qui existent dans le système français. Maintenant, on sait que le système est déjà en déficit. Donc déjà, on ne peut pas dire à tout le monde va gagner avec une réforme alors qu'on ne sait déjà pas comment payer aujourd'hui les retraites. Donc on a quand même ce souci-là. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin de clarté. Et vous dites quand on ne sait pas où on va, ça veut dire que pour vous, le gouvernement ne sait pas où il va aujourd'hui avec cette réforme ? En tout cas, on sait qu'il y a une promesse d'un système universel par points, donc qui soit le même pour tous. Et ça, je pense que tout le monde peut y souscrire. Donc ça, sur le principe, il n'y a pas de souci. Après, c'est la transition qui est problématique. Comment on fait pour passer du système actuel au système futur ? Et là, je trouve que ce n'est pas clair. Et quand ce n'est pas clair, c'est problématique, ça suscite plein d'inquiétudes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, avec des
aussi des personnes qui défendent leurs intérêts personnels, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est pas interdit de défendre ses intérêts personnels, mais à un moment donné, il faut une réforme d'ensemble avec de l'intérêt général. Et moi, il me semble que ça aurait été quand même plus normal de partir sur des propositions du gouvernement, surtout qu'il y a eu une bonne phase de concertation. Jean-Paul Delevoye, il ne vient pas d'arriver, il a été nommé il y a un petit moment dans sa mission. Donc ça m'aurait semblé normal qu'il y ait des propositions et qu'à partir de ces propositions, il puisse y avoir des discussions. Là, c'est un problème de méthode, il aurait fallu construire le texte dès la remise du rapport Delevoye. Moi, je trouve qu'on aurait dû avoir une clarté. Et pour moi, ce qui m'aurait semblé normal, c'est que la transition, elle se fasse proportionnellement. C'est-à-dire que si on a 30 ans dans le système actuel, sur 40, par exemple, on a 3/4 qui sont calculés sur ce système-là et 1/4 sur le nouveau système. Ce qui m'aurait semblé normal et compréhensible par tous. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. On dit, ah, c'est la génération 63, ça va peut-être être 68, 73, on ne sait plus très bien. Et on ne comprend pas si on passe d'un seul coup dans le nouveau système ou s'il y a un passage progressif. Moi, il m'aurait semblé que ça aurait été normal d'avoir un passage progressif. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas mis des personnes dans la rue, mais au moins, on aurait des propositions claires. Et pour ma part, je suis personnellement favorable à ce qu'on retarde l'âge de départ légal à la retraite, puisqu'on vit plus longtemps. Donc on aille au-delà de 62 ans. On aille progressivement vers 65 ans, peut-être par 3 mois chaque année. On retarde de 3 mois chaque année, ce qui permet en fait d'équilibrer financièrement le système, donc d'être beaucoup plus rapidement dans un système qui soit viable et qui ne se porte pas uniquement et qui ne repose pas uniquement comme aujourd'hui un peu sur les futures générations. On va peut-être y revenir avec la dette, mais c'est toujours problématique quand on a un système déficitaire aujourd'hui. On sait très bien que ceux qui paieront, c'est les jeunes générations. Pour le moment, le gouvernement semble écarter, en tout cas, des réformes budgétaires. Hein, c'est ce que dit Gérald Darmanin. C'est une erreur ? Moi, je pense que il ne faut pas opposer le budgétaire au reste. Quand vous avez un foyer, un ménage ou une entreprise qui veut faire une dépense, elle doit avoir les recettes en face. Bon, c'est la même chose. Pour vous, il faut, dans cette réforme systémique, prendre en compte aussi les mesures paramétriques, donc des mesures budgétaires. Il ne faut pas attendre pour mettre en place ces mesures paramétriques. Moi, j'en suis convaincu que progressivement, de toute façon, on devrait être à l'équilibre. Normalement, tout système devrait être à l'équilibre. Il n'y a pas de raison qu'on soit perpétuellement en déficit. Et si on dit qu'aujourd'hui, on a un déficit de 7 milliards ou 8 milliards à l'horizon 2025, pourquoi pas finalement 20 milliards, on ne sait plus où on s'arrête. Donc moi, je pense que c'est normal qu'il y ait un équilibre. Il faut trouver cet équilibre et il faut le faire progressivement pour que ça soit le moins douloureux possible. Pour vous, qu'est-ce que doit dire Édouard Philippe demain? Il s'exprime demain à midi pour que vous soyez content. Vous disiez, c'est bon, il a compris, il a entendu, c'est la bonne réforme. Écoutez, d'abord qu'on sache ce que souhaite le gouvernement au fond, qu'est-ce qu'il va proposer au Parlement d'adopter, qu'on voit clair sur les propositions, qu'on voit clair sur la transition entre l'ancien et le nouveau régime, comment on éteint progressivement les 42 régimes spéciaux qui sont quand même très, très favorables et qui sont payés finalement par tous les autres. Les salariés du privé aujourd'hui, je peux vous dire qu'en termes de retraite, ils sont bien moins bien servis que les salariés du public. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, je ne trouve pas ça normal. Donc, et là aussi, il faut que la transition soit progressive pour l'extinction de ces régimes spéciaux ? Tout à fait. Moi, pour l'extinction, il faut que ça soit forcément progressif. Ça ne peut pas être brutal. Comment vous voyez, vous, la sortie du conflit ? Est-ce que vous voyez une sortie du conflit dans les jours qui viennent ou pour vous, c'est un conflit qui va s'enliser ? Moi, je pense qu'il va y avoir des négociations quand même. Je pense que le gouvernement est conscient qu'il faut réformer d'abord, et ça, c'est une bonne chose. Je pense que la France a besoin de réformes. En même temps, il faut que cette réforme, elle soit comprise, acceptée si possible, en tout cas négociée, et qu'on puisse avancer, parce que je crois qu'on ne peut pas rester au statu quo. Donc le statu quo n'est pas souhaitable, à la fois par rapport aux injustices que le système actuel révèle, et par rapport aux déficits que l'on connaît. Donc il y a nécessité forcément d'une réforme, et cette réforme, elle doit être bien expliquée, on doit bien comprendre le Premier ministre demain sur effectivement les modalités de mise en œuvre de cette réforme, en tout cas celles qui sont souhaitées par le gouvernement, et qu'ensuite chacun puisse s'exprimer. C'est normal que les personnes s'expriment, que les syndicats s'expriment, que tout le monde donne son avis, et qu'ensuite le gouvernement tranche. Vu le contexte, vous pensez vraiment que le gouvernement sera en mesure de présenter ce texte au Parlement à la rentrée ? Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Il y a des manifestations dans la rue, c'est légitime, c'est normal, quoi. Il n'y a pas de raison entre guillemets, de s'inquiéter. Je trouve un peu plus anormaux plutôt les blocages, puisque qu'il y a des personnes qui puissent bloquer des milliers, des millions d'autres, je trouve pas ça normal. Moi, un service public, il doit être continu. Donc le service public des transports, pour moi, une de ses qualités primordiales, ça doit être la continuité. Donc aujourd'hui, on a l'impression que le service minimum, il n'existe pas vraiment. Et ça, c'est quand même très
pénalisant pour beaucoup d'usagers et beaucoup d'entreprises. Donc je crois qu'il faut absolument revoir ça assez vite. Allez, comme on parle des retraites, on va se rendre dans une rédaction locale. Vous savez, c'est le principe de cette émission. On va aller à Épinal retrouver nos partenaires de Vosges Matin. Bonjour Alexandre Poplaski-Mayor, vous êtes le directeur départemental de la rédaction de Vosges Matin. Vous allez nous parler de ces grèves, de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Comment les Vosges se mobilisent-elles ? Eh bien, comme partout, une deuxième manifestation est en effet prévue ce mardi matin à partir de 10 h devant la préfecture d'Épinal. La mobilisation de jeudi dernier, avec plus de 4000 personnes dans les rues de la Cité de l'Image, du jamais vu au passage depuis les manifestations contre les réformes de Sarkozy en 2010, a surpris même les syndicalistes vosgiens. Ils ont d'ailleurs passé un week-end assez agité pour préparer cette nouvelle journée de manifestation. Même si les syndicats enseignants n'avaient pas à faire grève ce mardi, on attend près d'1 millier de manifestants ce matin. Dans les transports, est-ce que la grève est bien suivie à la SNCF dans les Vosges ? Pour la 6e journée consécutive, il n'y aura pas de train ce mardi dans les Vosges, preuve de la mobilisation des salariés de la SNCF. Une partie des liaisons entre Nancy, Saint-Dié et Épinal sera remplacée par des autocars. La SNCF communique tous les jours à 17 h sur les liaisons qui sont maintenues. Elle recommande aux voyageurs qui le peuvent évidemment d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus ce mardi. Pour les journées de mercredi et de jeudi, le service devrait rester fortement perturbé et être sensiblement équivalent à celui réalisé ce mardi. Alors, vous n'êtes pas forcément très rassurant pour les Vosgiens qui nous écoutent. Comment on se déplace ce mardi dans les Vosges ? Sur Facebook, les groupes de covoiturage sont pris d'assaut et le système D se met en place, notamment pour les jeunes et les habitués du transport en commun. Les aires de covoiturage affichent complet depuis le début du mouvement. Alors voilà pour les transports. Est-ce que dans les entreprises aussi, il y a du mouvement ? Oui, c'est le cas chez Nestlé à Vittel. Le personnel a débrayé déjà 1 heure la semaine dernière. Une nouvelle mobilisation est attendue aujourd'hui. D'autres entreprises ont été fortement perturbées, comme la Tran à Golbet ou encore Gantois à Saint-Dié, des grandes entreprises du département. Plus généralement, les sociétés invitent leur personnel à effectuer du télétravail. Dernière question, c'est sur les bus. Alexandre, comment ça se passe de ce côté-là ? En dehors des journées de mobilisation et de manifestation dans les Vosges, il n'y a pas vraiment de perturbation, de rares bouchons aux entrées et sorties d'Épinal. Sinon, le trafic est fluide. Le seul réel impact, c'est évidemment ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'absence de circulation des trains depuis le début du mouvement. La SNCF privilégiant en Lorraine le trafic entre Nancy et Metz et en direction du Luxembourg. Merci beaucoup Alexandre Poplaski-Mayor. On va regarder ensemble la une de Vosges Matin. Aujourd'hui, on va la voir. Mobilisation historique à Épinal. C'est à la une de votre journal. Non, le canal des Vosges sous-alimenté. C'est ça, plus précisément. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alexandre Poplaski-Mayor. Merci d'avoir été avec nous en direct d'Épinal. Un mot, on va parler du budget. Vincent Delay, est-ce que vous craignez pour l'économie suite à ces mouvements sur la réforme des retraites ? On entend les perturbations. Bien entendu, toute perturbation est forcément perçue négativement et a des répercussions négatives sur l'économie. C'est, je dirais, un peu naturel, mais c'est vrai que ça vient après un enchaînement d'une année avec les gilets jaunes. Il y a quand même pas mal de secteurs qui ont sacrément souffert. Je pense qu'ils vont encore souffrir. C'est là où je dis, c'est pas normal qu'il n'y ait pas un service minimum vraiment efficace. En période de grève, on a le droit de faire grève. C'était la proposition de Bruno Retailleau. On a le droit, demande un service minimum. On n'a pas le droit de bloquer. On n'a pas le droit de bloquer des millions de personnes. Alors bien sûr que ça favorise le covoiturage, ça favorise le télétravail, qui sont un peu des nouveautés, et qui sont très bien. Mais je pense qu'il serait normal que le service minimum fonctionne correctement. Eh bien, on va passer à ce qu'il se passe au Sénat, puisque le Sénat vote cet après-midi le budget 2020. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Delay. Bonjour. Alex, on va parler donc de ce budget examiné depuis de nombreux jours au Sénat. Il sera voté cet après-midi. D'abord, une mesure du gouvernement qui permet au fisc de collecter certaines données des Français sur Internet. Et ce contrôle du fisc, eh bien, il a fait beaucoup réagir au Sénat. Et oui, Ariane, les débats ont été très vifs hier matin entre les sénateurs et le gouvernement sur ces nouveaux pouvoirs du fisc pour contrôler les réseaux sociaux. Alors, on va voir concrètement ce qu'il y a dans cette mesure du gouvernement.
Tout d'abord, c'est une expérimentation sur 3 ans et pendant 3 ans, l'administration fiscale pourra collecter les données personnelles des Français qui sont librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateforme. Le but, c'est de chasser les grands fraudeurs fiscaux, mais en fouillant les données de tous les Français. C'est un peu la technique du chalutier de pêche. Il faut ratisser large pour pêcher du gros poisson. Mais pour certains sénateurs, les données des Français sont en danger. Écoutez. De quoi parlons-nous? Nous parlons des plateformes, nous parlons des réseaux sociaux, nous parlons aussi bien de Facebook que de Twitter, mais aussi d'Amazon, de Booking.com, d'Uber, du Bon Coin. Dès lors que vous aurez utilisé ces services, l'administration fiscale pourra, avant toute infraction, à tout moment, aspirer, le terme est peu élégant mais assez éclairant, les données personnelles que vous aurez inscrites sur ces plateformes. Alors dans ce débat, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, est très vite monté au banc pour défendre sa mesure qu'il estime démocratique. Écoutez-le. Madame la sénatrice, pardon de le dire, vous avez dit des choses totalement contraires à ce qui est dans ce texte. Ni les gens qui vont commander des habitations pour leurs vacances sur Booking, ni les gens qui prennent Uber ne vont avoir leurs données aspirées. Il s'agit de données publiques, Madame la sénatrice. Ben oui, quand vous avez commandé des choses sur Uber, ce n'est pas public. C'est entre vous et la plateforme Uber. Quand vous commandez une nuit d'hôtel, vous le souhaitez à Tourcoing ou en Eure-et-Loire, ce n'est pas public. C'est bien entre vous et la plateforme. Voilà. Donc ne dites pas des choses qui sont totalement contraires à ce qui est écrit dans ce texte. Je pense que chacun y participera. Le ministre a donc précisé les choses, il a tenté de rassurer les sénateurs et au final, le Sénat a adopté ce dispositif, mais en l'encadrant. Seuls les contrôleurs habilités pourront exploiter ces données. L'État ne pourra pas faire appel à des sous-traitants. Et puis, toutes les données sensibles, comme par exemple l'origine ethnique de certains utilisateurs, ces données sensibles seront immédiatement supprimées. Donc le Sénat a mis des garde-fous. Avant de vous faire réagir sur le reste du budget, un mot sur cette mesure. Est-ce que c'est une mesure qui vous inquiète, ce contrôle des réseaux sociaux par le fisc? Moi, ça ne m'inquiète pas, ce n'est pas un contrôle, c'est une utilisation. Donc vous êtes favorable? Donc moi, je suis favorable à l'utilisation. Vous êtes d'accord avec Gérald Darmanin? Il n'y a pas de raison de réserver les réseaux sociaux pour les fake news. Donc il y a énormément de choses sur les réseaux sociaux. Je trouverais un peu anormal que l'administration aujourd'hui ne puisse pas s'en servir comme chaque Français le fait. Bon, il n'y a pas de raison. Et en plus, alors, les une données partie publiques, de votre groupe a demandé la suppression de cette mesure. C'est des données publiques. Mais vous savez, on n'est pas tous identiques dans le groupe de l'Union centriste. On a aussi nos différences. Et c'est bien normal. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'on fait partie du même groupe qu'on pense tous exactement la même chose. Pour vous, il n'y a pas d'inquiétude, pas d'atteinte aux libertés publiques, comme le disent certains sénateurs? Écoutez, entre l'atteinte aux libertés publiques... je ne vois pas, puisque c'est des données publiques. Donc, à la limite, je ne vois pas très bien. Si les gens ne veulent pas les donner, ils ne les donnent pas. Ils ne sont pas obligés de les donner sur les réseaux sociaux, de façon à ce que tout le monde y ait accès. Il n'y a pas de raison que l'administration n'y ait pas accès non plus. Moi, je ne vois pas d'atteinte. En fait. Et vous pensez que ça peut être un moyen efficace pour lutter contre cette fraude fiscale? Je pense qu'il y a peut-être des informations dont l'administration peut se saisir. Voilà, j'entendais parler des données ethniques. Je ne vois pas l'intérêt des données ethniques. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, il y a d'autres échanges qui peuvent être intéressants ou d'autres informations que l'administration peut utiliser. En tout cas, c'était l'un des derniers débats, l'une des dernières mesures examinées par les sénateurs pour ce budget 2020. Le Sénat qui a donc quasiment terminé l'examen de ce budget 2020. Le vote sur l'ensemble du texte, il a lieu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Alex, finalement, de cet examen du budget au Sénat? Eh bien, ce qu'on peut retenir, c'est que le Sénat a essayé d'être le porte-voix de certaines catégories de Français qu'ils estiment malmenés par le gouvernement dans ce budget 2020. Les sénateurs ont donc essayé de rectifier le tir. D'abord, pour les familles, le Sénat a augmenté le quotient familial qui permet d'avoir une baisse de l'impôt sur le revenu. Ensuite, pour les Français qui veulent investir dans l'immobilier, ils ne seront plus les seuls à payer l'impôt sur la fortune immobilière. Également, les détenteurs de bitcoin, de diamants, de yachts, d'avions devront payer un impôt sur la fortune dite improductive. Et puis enfin, les chauffeurs de poids lourds français. Ils ne paieront pas l'écotaxe qui était souhaitée par le gouvernement, car les sénateurs estiment cette fiscalité écologique
injuste. Voilà, ça c'est pour les mesures sur les Français qui sont un peu malmenés. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie qui est perdante après l'examen du texte au Sénat? Les fonctionnaires, Alex? Eh oui, et les grands perdants de ce budget 2020 au Sénat, ce sont les fonctionnaires, car les sénateurs les ont un peu mis à la diète. Regardez, le Sénat a augmenté le temps de travail dans la fonction publique. Il a également instauré 3 jours de carence en cas d'arrêt maladie. Autre mesure votée par le Sénat, cette fois-ci favorable plutôt aux collectivités, le report de la réforme de la fiscalité locale en 2021. C'est une réforme qui doit notamment compenser la suppression de la taxe d'habitation. En pleine crise de l'hôpital, les sénateurs ont défiscalisé totalement les heures supplémentaires pour le personnel hospitalier, de manière à donner un coup à leur pouvoir d'achat. Et puis enfin, on peut dire que le Sénat a rejeté les budgets de la police, de la justice, de l'immigration et également de l'écologie. Donc on peut dire que les sénateurs n'ont pas donné une bonne note au gouvernement sur ce budget 2020. Eh bien voilà, merci pour ce bilan, Alex. Est-ce que les fonctionnaires, ce sont les grands perdants de cet examen du texte au Sénat? Vous êtes d'accord avec ça, Vincent? Alors tout d'abord, par rapport à ce qui vient d'être dit, pour l'instant, on n'a rien repoussé puisqu'on a examiné que la première partie sur les recettes et que la deuxième partie sur les missions de l'État, que ce soit le ministère de l'Intérieur, d'autres ministères, viendra ensuite. Donc pour l'instant, on n'a rien repoussé. On vote sur la première partie, là. C'est la partie recettes. Ce n'est pas du tout la partie dépenses. Donc, il faut que les gens comprennent bien cela. Alors ensuite, sur les perdants ou les gagnants, entre guillemets, il n'y a pas de perdant-gagnant. Une grosse partie des dépenses de l'État, ce sont bien sûr les dépenses de personnel. Donc les dépenses de personnel, le Sénat a souhaité aligner en réalité le public sur le privé. Donc sur la durée moyenne de travail dans le privé, qui est 37h30, donc il n'y a pas de raison finalement que dans le public, on travaille moins avec une garantie de l'emploi que dans le privé. Je crois que pour l'égalité des Français, ça serait normal que ça soit le cas. Pour les jours de carence, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de raison. Moi, je trouve que déjà, si on arrivait à faire en sorte que tous les fonctionnaires travaillent vraiment 35 heures, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on dit la durée légale, c'est 35 heures, et en réalité, les 35 heures annuelles ne sont pas réalisées par un certain nombre de fonctionnaires. Donc moi, je trouverais déjà normal que l'on arrive déjà à cette réalité de dire qu'on travaille réellement 35 heures. Et à partir de là, il faut savoir quand même que nous avons un déficit de 100 milliards. Alors ça ne représente pas grand-chose pour les gens, mais s'il fallait équilibrer en une seule année ce déficit, il faudrait augmenter tous les impôts de 33%, y compris la TVA, tout 33%. Donc il faut que les gens se rendent compte un peu de ce que c'est. C'est quand même assez colossal. Et moi, je suis pour un retour progressif à l'équilibre. Et malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on en prenne la direction. Alors je sais bien que ça ne convainc pas forcément les téléspectateurs qui nous écoutent, parce que tout le monde souhaite plutôt avoir des dépenses supplémentaires pour lui-même, pour l'hôpital, pour plein de choses. Mais en réalité, on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne la France. Il n'y a aucun ménage, aucune entreprise qui tiendrait très longtemps comme cela. Donc, moi, tout le monde souhaite avoir des baisses d'impôts. Elles sont de 5 milliards bien entendu, bien entendu. 2020. C'est bien d'avoir baissé les impôts des Français, notamment des classes moyennes, puisque c'est elles qui sont visées par ces baisses d'impôts. Bien entendu que. Et puis, il fallait bien sortir du conflit des Gilets jaunes, qu'on aurait pu éviter si le gouvernement avait écouté le Sénat à l'époque, puisque nous, on était pour essayer de décaler la taxe carbone qui a été quand même à l'origine du... Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de malaise par ailleurs, mais en tout cas, ça a été largement à l'origine du malaise. Et aujourd'hui, je pense que continuer à distribuer du pouvoir d'achat à crédit, parce que finalement, c'est ce qu'on fait, parce qu'on continue à avoir du déficit, à avoir de la dette supplémentaire, et on paye avec de la dette nos dépenses de fonctionnement actuelles. Donc en fait, c'est les générations futures qui auront à payer tout cela. Alors, c'est vrai qu'il y a un effort de fait sur l'impôt sur le revenu. En même temps, avec le prélèvement à la source, on a de meilleures recettes. Donc en réalité, dans le budget aujourd'hui, il y a plus de recettes d'impôt sur le revenu qu'il n'y en avait en 2019. Donc ça a permis un meilleur recouvrement de l'impôt, un meilleur recouvrement de l'impôt, et on a profité aussi de l'augmentation des salaires, puisque personne n'en parle, mais il y a une augmentation chaque année annuelle à peu près des salaires qui évoluent à peu près de 2%. Et ces 2%, on les retrouve aussi dans l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, les Français qui payent de l'impôt sur le revenu, globalement, vont en payer plus en 2020 qu'en 2019. Allez, on va terminer, Vincent Delay, avec la revue de presse. Votre revue de presse, celle de l'Essonne, avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence par Le Parisien.
Oui, avec Le Parisien, on va parler de la grève contre la réforme des retraites et du blocage des transports en commun en Ile-de-France. Alors, comment ont fait les habitants de l'Essonne pour faire face à ce lundi noir dans les transports? On peut se demander s'il y a eu un boom du covoiturage avec ces transports en commun bloqués. Eh bien, finalement, non. Quand on regarde toutes les aires dédiées au covoiturage dans le département de l'Essonne, elles étaient quasiment vides. Et quand on observait hier les automobilistes, eh bien, il y en avait beaucoup qui étaient seuls à bord de leur voiture, seuls au volant. Même les journalistes du Parisien ont observé, au total, 90% des automobilistes étaient seuls au volant de leur voiture hier. Et toujours dans Le Parisien, mais un autre sujet, ce sont les municipales à Massy. Et oui, les municipales à Massy. Massy, votre ville, Vincent Delahaye, vous en avez été le maire. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal de Massy. Et à quelques mois des élections municipales, eh bien, la majorité centriste de la ville est en train un peu de se diviser, puisque le troisième adjoint de la ville, troisième adjoint au sport, a quitté la majorité. Il va rejoindre le groupe d'opposition du conseil municipal et il assure être suivi par 3 autres membres de la majorité. Ce qu'il reproche au pouvoir en place, c'est de ne pas avoir tenu ses promesses lors de la formation de l'Alliance aux dernières élections municipales en 2014. On va y revenir, mais on va terminer d'abord, Alex, par actu.fr. Et oui, actu.fr avec un portrait d'un jeune talent de l'Essonne, le jeune Curtis Saint-Paul, 17 ans, qui est actuellement lycéen hôtelier à Étiole. Il s'est lancé il y a quelques mois dans l'éloquence, dans la plaidoirie, après avoir vu le film du rappeur Kerry James, Banlieusard. Et sa passion pour l'éloquence, ça marche, puisque demain, il va représenter l'Essonne lors de la finale régionale d'éloquence. Il a choisi comme thème les départements oubliés. D'ailleurs, c'est un thème qui est cher au Sénat, c'est peut-être un futur sénateur. Et s'il gagne cette finale, il pourra faire la finale nationale qui va se dérouler au Mémorial de Caen. Eh bien, on lui souhaite bonne chance. Les départements oubliés, c'est un beau thème, Vincent Delahaye. Comment? Les départements oubliés, c'est le thème qu'il a choisi pour sa finale. Le département oublié peut-être, mais en tout cas, moi je trouve très bien qu'il y ait des jeunes qui se lancent dans l'éloquence, parce que c'est important. C'est important effectivement de savoir s'exprimer. J'ai personnellement un collaborateur ici qui a gagné plusieurs concours d'éloquence et je trouve que c'est un exercice très formateur et c'est très très bien que ce jeune puisse le faire. Voilà, et bien Curtis Saint-Paul finira peut-être au Sénat. Voilà, en tout pourquoi pas. Sur les municipales, est-ce que vous regrettez les divisions dans votre ville au sein de cette majorité? Écoutez, j'ai tenté en 2014 de rassembler au maximum les Massicois et la diversité massicoise. Le départ de Dawari Osfal n'est pas une surprise aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qu'on attendait. Il a travaillé pendant 5 ans et demi au sein de la majorité municipale. Il a participé, il a tout voté. Après, il veut se distinguer à quelques mois des municipales. Nous avons respecté scrupuleusement l'engagement que nous avions pris avec lui. Les engagements que nous avions pris, nous n'avions bien sûr pas pris la totalité de son programme, donc ce qui n'a pas été réalisé, on ne s'était pas engagé à le réaliser. Et vous êtes optimiste sur l'issue de ces municipales? Mon successeur Nicolas Samsoun travaille très bien. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer. Le travail que nous avons réalisé depuis 25 ans pour la ville est perçu positivement par les électeurs, donc je pense que nous pourrons poursuivre à la tête de Massy pour continuer à faire de cette ville une ville où il fait bon vivre. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Vincent Delahaye d'avoir été avec nous ce matin dans 2 minutes. L'invité politique, c'est Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. On parlera bien sûr de cette réforme des retraites et du budget voté aujourd'hui au Sénat. Mais d'abord un extrait d'Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier, Francis Letellier recevait Julien Bayou, le nouveau patron d'Europe Écologie Les Verts. Il a débattu avec le sénateur Jean Bizet sur la question du nucléaire. On regarde cet échange. Le nucléaire, c'est fini. Il faut envisager la suite. Je suis stupéfait. Et donc on est en train de... Ça coûte cher, ça coûte très cher pour la bonne raison. C'est plus cher que le photovoltaïque. Absolument. Et l'éolien. Mais absolument, mais pourquoi? Tout simplement parce que les exigences, je dirais, sécuritaires depuis Fukushima sont ce qu'elles sont. Deuxièmement, nous ne savons plus, au bout de 50 ans, un demi-siècle, fabriquer des centrales, puisque nous n'en fabriquons plus. Mais si nous arrêtons le nucléaire, vous savez très bien que nous ne pouvons pas, je dirais, alimenter les foyers, les usines, les entreprises, avec simplement le renouvelable. Le Portugal, le Danemark, l'Allemagne, ils parviennent de temps en temps. Mais parce que, également, si vous voulez, vous avez des interconnexions. L'Allemagne, avec lequel, si vous voulez, en franco-allemand, on ne peut être que, je dirais, particulièrement intéressé de voir le couple franco-allemand depuis X années faire évoluer l'Europe.
l'Allemagne n'est pas, je dirais, intellectuellement honnête sur le sujet. Parce que si elle n'avait pas des voisins qui fournissent de l'énergie nucléaire pour, en période, je dirais, où il n'y a pas de vent... En l'occurrence, la France. En l'occurrence, la France, où il n'y a pas de vent et pas de soleil... non, ça marche dans les deux sens. Alors, je vous laisse répondre. Ça marche dans les deux sens. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en train de rater le virage. C'est-à-dire que même si ce n'était pas pour faire plaisir aux écologistes, mais uniquement dans l'intérêt bien compris d'une filière d'excellence, travailler sur le démantèlement et développer les énergies renouvelables, on est à la bourre. On est en train de rater le virage du 21e siècle. Et donc, si mes arguments ne vous convainquent pas, regardez les chiffres, il y a plus d'emplois dans les énergies renouvelables et le photovoltaïque et l'éolien sera moins cher. Si vous voulez pas entendre l'argument, par exemple, des déchets nucléaires, quand ça dure 50 000 ans, c'est plus que le temps de l'invention de la langue sur le continent européen. Mais je vous invite sur ce plan-là c'est philosophique presque. À regarder si les ces derniers arguments travaux. ne vous portent pas, si ces arguments ne portent pas auprès de vous, entendez l'argument économique. Il y a plus d'emplois et ça fournit une énergie moins chère. Allons-y. Et notre invité politique ce matin, c'est Olivia Grégoire, députée La République En Marche de Paris. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour Oriane. On va commencer, Olivia Grégoire, bien sûr, par cette réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel des syndicats. Elle a été très suivie la dernière fois. Les syndicats qui ne lâchent pas. Est-ce que vous vous attendez à une telle mobilisation? Vous attendiez? Sincèrement, je l'ai déjà dit en fin de semaine dernière, oui, personnellement, je m'y attendais. Cette grève était annoncée, réannoncée, en partie parfois un peu feuilletonnée. En tout cas, ça fait au moins 15 jours, 3 semaines que le décompte a commencé. J'étais donc. Et vous pensiez qu'elle serait aussi suivie, qu'elle durait aussi longtemps? Je le disais dès le milieu de semaine dernière. Je pensais effectivement que le vendredi, ça allait se poursuivre. Et comme le Premier ministre avait fixé entre le 10 et le 13 décembre une prise de parole, j'attendais à ce qu'elle continue jusqu'à la prise de parole du Premier ministre. Mais pour vous, elle peut s'arrêter demain? Oh, je vais Parce que Philippe Martinez je suis dit qu'il va tenir optimiste. jusqu'au retrait. Je vais essayer d'être optimiste. Je pense que l'objectif, alors pas nécessairement de la CGT, mais d'autres fronts syndicaux, je pense à la CFDT, je pense à l'UNSA, je pense aussi à beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément syndiqués, qui étaient pour partie dans les cortèges. Je pense qu'on n'a pas intérêt, globalement, à l'arrivée du 15 décembre, les vacances de Noël arrivant. Je pense aussi à tous ceux qui vont prendre leur train, aux enfants en vacances, aux grands-parents qui attendent. Enfin bon, je pense que tout le monde a conscience de ça et qu'il est important qu'on soit d'accord, je dirais, sur la masse de l'architecture qui va être présentée par le Premier ministre, ce que j'espère. Et puis après, comme l'a dit encore Jean-Paul Delevoye hier, il y aura sûrement encore des réglages début 2020 en vue de l'arrivée du projet de loi à l'Assemblée. Donc je pense que ce qu'il faut, c'est que demain, sur les fondamentaux, sur les retraites minimum, sur les régimes spéciaux, sur certaines spécificités, sur la fameuse clause grand-père, vous voyez, j'ai pas peur de sujet. On va revenir dans le détail de la réforme. Il faut qu'on soit plus clair demain. Mais d'abord sur la méthode, sur la mobilisation. Oui, et puis alors justement, les Français jugent le gouvernement responsable des blocages. Est-ce que vous avez perdu la bataille de l'opinion? Parce qu'on voit bien que la méthode du gouvernement sur ce sujet est contestée de toutes parts. S'il y a unanimité, c'est bien sur ce sujet de la méthode. Alors unanimité moins une, comme on le dit parfois en hémicycle. J'ai défendu mon point de vue ce matin dans un magazine de presse écrite. C'est toujours plus facile de commenter que de négocier. Imaginez 2 secondes, je ne fais que poser la question, imaginez 2 secondes que ce gouvernement à qui on a reproché depuis 2 ans de ne pas prendre le temps de la concertation, de ne pas savoir dialoguer, de ne pas respecter les corps intermédiaires, décide le 4 décembre, alors même que cette grève est annoncée depuis début septembre, d'annoncer son architecture globale en essayant de couper l'herbe sous le pied des syndicats et de la manifestation du 5. Qu'aurions-nous dit? Nous aurions dit en commentaire que c'était pas très respectueux de la position des syndicats et que le dialogue social devait s'exprimer. Mon point de vue est donc très clair, c'est pas le plus confortable, mais la méthode qui a été choisie est la méthode la plus respectueuse, en tout cas, aussi de la démocratie sociale et du point de vue des gens dans la rue. C'était annoncé, il fallait que cette manifestation se déroule et je suis ravi accessoirement qu'elle se soit bien déroulée. Je fais partie de ceux qui remercient les syndicats d'avoir géré. Mais la concertation, elle n'a rien apporté de plus, la concertation de ces derniers jours. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas trancher et arrêter les concertations et présenter un texte? Je crois qu'on y est, la multilatérale, comme disait techniquement Jean-Paul Delevoye hier, qui s'est tenue avec Agnès Buzyn et les partenaires sociaux, clôt
une séquence de concertation très importante depuis le mois de septembre et 1 an et demi de concertation avec Jean-Paul Delevoye. Je ne vais pas refaire le nombre et le chiffre, vous les avez. Alors pourquoi annoncer de nouvelles concertations parce que je pense qu'il y a un sujet systémique, c'est-à-dire quel système nous allons promouvoir et défendre. Ça, c'est demain, le Premier ministre. Et après, on ne va pas se mentir, il y aura nécessairement encore des ajustements, et notamment branche par branche et secteur par secteur. Donc je pense qu'il y a le fondamental de la réforme systémique que nous attendons, le gros de la réforme demain, et puis des ajustements qui sont assez légitimes encore durant quelques semaines en vue de l'arrivée du projet de loi au Parlement. Est-ce que c'était une erreur d'introduire une dimension paramétrique avec l'âge, l'associer avec une réforme systémique? J'ai lu mes collègues et amis parlementaires, certains critiquent assez vertement le fait d'avoir envisagé de faire rentrer des mesures paramétriques dans une réforme beaucoup plus structurelle, je vais dire, pour employer des mots simples, enfin plus simples. Encore une fois, je pense que la critique est aisée. Je pense que le gouvernement a aussi cherché à porter le projet le plus global possible. Moi, j'attends aussi, si je ne veux pas une refondation du système bêtement budgétaire, comme le disait Gérald Darmanin il y a quelques jours, j'attends quand même aussi une réponse sur les points d'équilibre au niveau budgétaire. Oui, parce que cette question d'équilibre, elle va bien se poser. Elle se posera. Mais est-ce que la conjoncture ne vous a pas rattrapé? Parce qu'au départ, quand Emmanuel Macron s'est lancé dans cette réforme, il n'était pas question d'équilibre, le système paraissait équilibré, il n'était pas question de mesures budgétaires, il était question uniquement d'une réforme systémique. Est-ce que finalement, vous n'avez pas été rattrapé par la conjoncture économique qui fait que vous êtes dans cette situation aujourd'hui? Je ne crois pas tellement que ce soit la conjoncture, puisqu'en réalité, la conjoncture que nous soutenons à bout de bras depuis 2 ans, au plan de l'attractivité et de la politique économique, est plutôt bonne, même si on a du mal à se réjouir en France. La conjoncture en France est plutôt bonne, cette année notamment. Je pense que ce que souhaitait le président, et je maintiens que c'est ce que je souhaite, moi, modestement, au niveau de la majorité, c'est qu'on se concentre sur le projet politique, si vous voulez. Et c'est un peu ce qui me désole, et nous en sommes pour partie responsables, hein, je ne me défausse pas, mais ça n'est pas en étourdissant les Français de chiffres et de mesures paramétriques sur un sujet qui est d'une complexité, on ne va pas se mentir, même nous, les politiques et les experts, on en apprend tous les jours sur les retraites, vers la protection sociale à la française, c'est pas si évident à maîtriser dans son ensemble. Donc, je pense que ce qu'a voulu le président durant la campagne de 2017, c'est dire qu'il aurait le courage, ce qui est le cas aujourd'hui, d'essayer de pérenniser le système et de le rendre plus juste. Le comment, ça relève toujours plus d'un gouvernement. On est aujourd'hui dans cette période qui n'est pas évidente, mais qui est le rôle du gouvernement. Le président fixe le cap, une réforme de justice, le gouvernement la met en œuvre. Demain, on en saura beaucoup plus sur le comment. Alors justement sur le fond, puisque vous nous disiez en début d'interview que personne n'avait intérêt finalement à ce que ce conflit dure, Édouard Philippe doit faire des compromis. Sur quel point, selon vous? Je pense même plus que des compromis, on va arriver au domaine des concessions. Il ne s'agit pas de céder sur cette réforme, et je le redis. Il ne s'agit pas de céder parce que, d'abord, ce serait, à mon sens, irresponsable, et je pèse mes mots. J'ai lu beaucoup de choses d'anciens politiques qui disaient qu'il faut abandonner, dont une ancienne ministre de l'Environnement qui s'est exclamée hier sur Twitter qu'il fallait abandonner cette réforme. Bon, je pense que c'est irresponsable. Vous savez, moi j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je travaille, 20 ans qu'on me parle des retraites. S'il n'y avait pas de sujet, ça ne ferait pas 20 ans qu'on m'en parle. Donc je pense qu'Édouard Philippe a un objectif, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est de ne pas être droit dans ses bottes. Il a un objectif, et le connaissant un peu, je ne suis pas inquiète, c'est de rester souple sur ses appuis. Il va falloir faire plus que certains compromis. Il va falloir sûrement faire certaines concessions. C'est le propre d'une négociation. Sur quel point, selon vous? Je ne suis pas dans le secret, malheureusement, et je ne suis pas dans l'exécutif. Donc je ne peux pas répondre. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez, vous qui connaissez bien et le côté politique et le côté budgétaire et cette réforme des retraites? Sur quel point il faut faire des concessions? Moi, globalement, la réforme telle qu'elle vole à peu près aujourd'hui, telle qu'elle est dans l'atmosphère, me convient plutôt. Une réforme, qui mettons les pieds dans le plat. Et c'est pour ça que je suis très étonné de l'attitude de la CGT. Une réforme qui, quelque part, met à mal et refonde un système qui, aujourd'hui, favorise les hauts salaires, qui, aujourd'hui, favorise les CSP+, les cadres. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de refonder ce système pour mettre en place un système qui protège à peu près 40% des plus fragiles dans notre pays. Je pense aux femmes, évidemment. Je pense aussi aux agriculteurs et je pense à beaucoup de personnel de la fonction publique. Donc, il y aura, je pense, des concessions. Je serai attentive, pour ma part, aux concessions concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les régimes spécifiques. Je vais le dire simplement, mais je crois vraiment qu'un régime universel n'est pas un régime nécessairement uniforme. Donc j'attends certains régimes spécifiques pour certaines
catégories de métiers et je regarderai qui et quoi, qu'est-ce qui est proposé dans ces régimes spécifiques. Quand on a le courage, et je le redis ce matin, de s'atteler à cette refondation du système de retraite et des régimes spéciaux, qu'appellent quelque part de leur vœu, je rappelle que les Français sont majoritairement pour une réforme de retraite universelle, je pense qu'il est important qu'on respecte aussi les régimes spécifiques et qu'ils ne soient pas trop nombreux versus régimes spéciaux. Le cas échéant, ça ressemblerait plus à une réformette qu'à une refondation. Alors sur cette question quand même budgétaire, parce que ça va avoir des implications, le salaire des enseignants et puis d'autres, est-ce qu'on a chiffré aujourd'hui déjà ? Parce qu'on est quand même dans une dérive, 17 milliards pour les gilets jaunes. Aujourd'hui, on a l'impression de découvrir qu'il va falloir augmenter les salaires. C'est un peu étonnant. Alors oui, votre question est très juste et elle est bien posée. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il faut augmenter les salaires. En vrai, il faut absolument qu'on décorrèle, et je vais le dire simplement aussi, le sujet des salaires des professeurs, mais aussi, je pense, aux hospitaliers. Je pense au personnel de l'hôpital et au personnel de l'éducation nationale. On a un sujet d'attractivité. Vous voyez la crise dans l'hôpital et on voit la crise dans le primaire et le secondaire depuis des années. Et puis, à côté, en même temps, il y a le sujet des retraites. Il s'avère que là, on a les deux en même temps parce que, très simplement, si on fait le système universel pour les enseignants ou pour les hospitaliers, ils seront perdants. Et on l'a toujours dit. Donc, on doit regarder le sujet autrement. Deux choses. Un, déjà, on finance ce qui a été promis par l'ancien gouvernement et qui n'avait pas été financé. 2016, François Hollande fait la tournée des médias pour expliquer qu'il va revaloriser le salaire des profs. Ça n'était pas budgété. C'est dans le budget que nous signons, que nous allons voter en seconde lecture à commencer ce vendredi. C'est dans le budget qui sera exécuté à compter de janvier 2020, plus 300 €. Alors on me dira c'est pas suffisant, mais on met en œuvre en 2020 des engagements pris en 2016. Premièrement, 1 milliard d'euros de plus pour l'éducation nationale en 2020. Prime, salaire. Ça, on n'a pas attendu la grève du 5 décembre pour l'écrire dans le PLF dès fin septembre, début octobre. Donc on est déjà sur cette tendance. Deuxièmement, il faut l'accélérer parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on rattrape avec le système de primes et aussi de salaire le niveau des enseignants avec le reste de la population. C'est un peu technique, mais c'est important. Dans le primaire, la prime des enseignants, c'est 4%. Dans le secondaire, c'est 9%. Dans l'ensemble de la fonction publique, c'est 22%. Il y a donc une inégalité forte et donc il faut booster les primes et les salaires des enseignants. Ce sera, comme l'a annoncé Gérald Darmanin jeudi dernier, entre 400 et 500 millions d'augmentation du budget de l'éducation nationale uniquement pour financer les hausses de primes et salaires à compter de l'année à venir et durant plusieurs années, puisqu'il ne vous a pas échappé que 400 ou 500 millions, même fois 10, ne font que 4 à 5 milliards, là où les besoins sont parfois estimés à 10 milliards d'euros. Donc nous allons rentrer sur une tendance haussière des primes et des salaires des enseignants à compter de janvier 2020. Mais je tiens à dire que nous mettons aussi en œuvre les engagements pris et qui n'ont pas été tenus. Tout ça a créé aussi un climat social délicat et on peut le comprendre chez les enseignants. Alors sur cette réforme des retraites, l'une des inquiétudes exprimées par certains dans l'opposition, c'est qu'elle mette fin au régime actuel par répartition. Avant de vous faire réagir, on va écouter Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français. Il était hier à votre place, il a dénoncé cette réforme disant qu'elle pousse les futurs retraités vers des fonds de pension. On l'écoute. L'objectif de cette réforme est bien de baisser les pensions des retraités et de pousser chaque futur retraité, chaque salarié aujourd'hui, de cotiser vers des fonds de pension. D'ailleurs, je peux vous annoncer une chose, nous avons découvert que le 1er octobre dernier, il y a eu une ordonnance de la loi Pacte qui a été rendue publique et cette ordonnance prévoit à partir du 1er octobre que des fonds de pension tels que BlackRock, fonds de pension américain, multinational, va pouvoir bénéficier des cotisations des futurs retraités pour ceux qui souhaiteront pour faire de la retraite par capitalisation. La loi Pacte de ce gouvernement a ouvert la voie à la retraite par capitalisation. Alors, je rappelle que vous avez présidé la commission spéciale sur cette loi Pacte. Que répondez-vous à Fabien Roussel ? J'aime beaucoup Fabien Roussel, à ceci près qu'on ne sera jamais d'accord. Le suppôt du capitalisme qu'il dénonce derrière la retraite par capitalisation, tout ça, c'est des grands mots. La loi Pacte, l'ordonnance, BlackRock, le fonds d'investissement, enfin la Bicorp américaine, qui est très importante et qui est le plus gros fonds de pension américain. Bref, des grands mots pour nous faire peur. Après, il y a le réel. Je vais donner 2 illustrations. Le réel, c'est qu'aujourd'hui, on a une majorité de jeunes qui sont quasiment convaincus que notre système ne tiendra pas jusqu'à leur arrivée à la retraite
et c'est pour ça, moi, que je fais de la politique, c'est aussi pour prendre des engagements et les tenir et rassurer des populations. Et justement, je dirais qu'on fait tout pour préserver ce système par répartition et même vous pour le garantir booster. Aux gens qui nous écoutent que leur oui, pension après, il y a le réel. Il y a le réel. système. Je veux dire, moi, je veux bien Fabien Roussel qui raconte ce qu'il veut, mais je pense que les Français, dans leur portefeuille d'actifs, excusez-moi, mais à la banque, ils n'ont pas forcément tous leurs sous, pour le dire simplement, sur leur compte courant. Certains ont des perps, certains ont des madelins, certains ont des percos. Il y a de l'épargne salariale, il y a de l'épargne populaire. On peut envisager d'épargner pour sa retraite. Je veux dire, non, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique, c'est pas un péché que d'envisager, nous, de stabiliser et de renforcer le système par répartition, tout en laissant la liberté, c'est sûrement là qu'est notre différence, aux épargnants, s'ils le souhaitent, de compléter la répartition par une partie de capitalisation. Ce que vous défendez, c'est finalement un deuxième étage qui serait basé plutôt sur une capitalisation. Ce que je défends, c'est le réel. Ce que je défends avant tout, c'est la liberté. Le système par répartition, aujourd'hui, assure moyennement, et c'est pour ça qu'il faut le consolider, il a vocation à assurer une pension à tous, à la hauteur de ce qu'il a cotisé, que certains, et une partie des Français souhaitent épargner en plus et pouvoir capitaliser en plus. D'abord, c'est déjà le cas, j'ai rien à ouvrir. Et deuxièmement, ça se passe déjà comme ça. Je veux dire, il y a une partie de la retraite des Français qui vient en partie est-ce qu'il faudrait le prévoir aussi pour les revenus les plus modestes ? Oui, après il faut aussi, encore une fois, avoir un principe de pragmatisme et de lucidité. Les revenus les plus modestes ne sont pas forcément les plus gros épargnants. Et donc, après c'est une question de liberté individuelle. Et là-dessus, on ne sera jamais d'accord, parce que je suis toujours et je demeure défavorable à une économie administrée, contrairement à Fabien Roussel. Un mot sur ce qui inquiète aussi les Français qui nous écoutent, c'est cette histoire de valeur du point. Est-ce que pour vous, il faut inscrire dans la loi le fait que la valeur du point ne baissera pas ? Oui, et 3 fois oui. Il faut l'inscrire dans la loi. Il faut plus que ça, et je crois que c'est un engagement d'ailleurs qui a été annoncé hier et qui sera conforté demain, du moins je l'espère, il faut une gouvernance tripartite, c'est-à-dire qu'il faut une gouvernance avec les syndicats, comme d'ailleurs c'est le cas depuis 2015 sur Argic Arco. Je veux dire, c'est pareil, pour certains on essaie de nous vendre quelque chose de totalement nouveau, alors que c'est déjà le cas pour la complémentaire des cadres et des travailleurs non cadres. Donc c'est déjà quelque chose que les partenaires sociaux gèrent plutôt bien. Ça veut dire qu'on comprenne bien que vous souhaitez que ça ne soit pas uniquement le Parlement je le souhaite via avec le budget force. Je le souhaite avec qui gère force. le point, comme on l'a entendu, mais que les syndicats aient leur mot à dire. Je vais le dire encore plus clairement. Je souhaite que ça ne soit pas Bercy tout seul. Je souhaite que ça ne soit pas le Parlement tout seul. Je souhaite que les syndicats soient représentés de façon importante dans cette gouvernance des points, comme c'est déjà le cas sur la retraite des cadres. En revanche, il y a une chose qui me semble aussi importante, parce que plus on rentre dans la technique, notamment au plan médiatique, et c'est un sujet complexe, plus il y a de fausses nouvelles qui pullulent. Je recommande à tous d'aller voir, c'est un peu technique, ça fait plusieurs dizaines de pages, l'évolution du point Argic Arco. On a entendu beaucoup de sornettes là-dessus. Le point Argic Arco, contrairement à ce que dit la CGT, n'a pas baissé depuis qu'il est en place, ne peut pas baisser, comme le dit joliment Sacha Houlier, qui a fait une analogie avec le foot hier soir en parlant de la L1. Le point ne bouge pas en L1 pendant le cours du jeu. Ce sera pareil, et c'est exactement ce qu'on veut. C'est un point qui soit géré avec les syndicats et qui n'a pas baissé depuis des années, qui a pu avoir un rendement moins élevé, mais qui n'a pas baissé. Donc il faut regarder sur le site Argic Arco, vous avez tout l'historique du point. On va parler du budget, maintenant, c'est l'autre sujet. Le Sénat qui vote aujourd'hui ce budget 2020, budget modifié. Le gouvernement le présente comme un budget de pouvoir d'achat. Il y a 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu pour les ménages. La droite sénatoriale, elle accuse le gouvernement d'avoir renoncé à la réduction de la dette et des déficits. Qu'est-ce que vous dites ? Oh, que pourrais-je dire à la droite sénatoriale de bon matin ? Bon, déjà que ce serait pas mal qu'ils fassent des réunions entre députés et sénateurs à ce moment-là, parce que moi j'ai un problème de divergence, j'ai un problème d'incohérence entre ce qui m'est promu au perchoir à l'Assemblée et ce qui m'est dit par la droite sénatoriale. Parce que lorsque j'écoute la droite, les Républicains au sein du Parlement, et Dieu sait si je les écoute, parce qu'il y a parfois de bons amendements et de belles idées, j'ai quand même beaucoup d'amendements de dépenses publiques. Beaucoup. On avait fait le jeu, et je ne vais pas le refaire ce matin, mais ça se comptait en dizaines de milliards d'euros. Donc je veux bien que d'un côté, on nous explique qu'il faut réduire la dépense publique et qu'en même temps, il faut augmenter le pouvoir d'achat, il faut diminuer les impôts, augmenter la dotation globale de fonctionnement des collectivités et faire de la dépense à coût de milliards comme il le proposait. Donc je pense que
sans le dire avec autant de punch que Bruno Le Maire le dit parfois, puisque Bruno dit parfois à juste titre que la droite ne sait plus trop où elle habite. Moi, je n'ai pas son niveau ni son expérience. Je dirais qu'en tout cas, à écouter les débats entre le Sénat et l'Assemblée, il y a quand même pas mal de divergences. Et je dirais aussi, avec tout le respect que j'ai pour le président de la Commission des Finances, avec lequel on travaille très bien, Éric Woerth, je dirais aussi que je suis un peu... pas déçu, mais je reste un peu sur ma faim parce que la droite républicaine, modérée, est une grande famille politique. Et je m'attendais, je m'attends encore, hein, on n'est pas à l'abri, à ce qu'il y ait des vraies propositions, des vraies alternatives, peut-être qui soient présentées notamment au plan budgétaire. Et je dois dire qu'à part les vieilles ficelles d'hier ou les vieilles recettes d'avant-hier, il n'y a pas grand-chose de nouveau qui nous est proposé. En tout cas, au Sénat, la droite a fait des propositions, des mesures d'économie, notamment sur les fonctionnaires, le temps de travail des fonctionnaires. Oui, dans le climat actuel, c'est easy, comme on dit en bon français. Vous n'allez pas soutenir cette mesure? Ah bah moi, j'ai aucun problème. Je donne les clés du camion à qui veut. Réduire le nombre de fonctionnaires et ou réduire leur pension aujourd'hui. Augmenter le temps de travail des fonctionnaires. Oui, bien sûr, qu'ils aillent promouvoir la réforme aujourd'hui auprès des syndicats. Dans le climat social actuel. C'est pas opportun. Vous savez, Churchill a une phrase, c'est un peu mon idole, j'avoue, il dit « Peu importe si on change d'avis, du moment où c'est dans la bonne direction ». Moi, j'ai changé d'avis sur les fonctionnaires. Il y a 20 ans, sur ce plateau, j'aurais certainement pas été invité, mais j'aurais peut-être été d'accord avec la droite sénatoriale. Aujourd'hui, en 2020, dans la France d'aujourd'hui, dans le sentiment d'abandon d'un certain nombre de nos territoires, je pense qu'il faut être sérieux. Et je pense que l'unique objectif de suppression ou de baisse ou d'augmentation du temps de travail de fonctionnaires qui sont pour partie sous-payés, voire mal payés, n'est pas la solution pour notre pays. Je trouverais beaucoup plus intéressant qu'ils nous aident, par exemple, sur les travaux qu'on fait sur les niches. Hein. On a fait un énorme boulot sur les niches fiscales et les petites taxes avec le futur rapporteur Laurent Saint-Martin. J'ai pas été étouffé par les propositions de réduction de niches. J'ai plutôt été étouffé par des propositions de création ou d'augmentation de niches fiscales par des gens très importants, comme Gilles Carrez notamment, qui nous a recréé une jolie niche en première lecture. Alors la gauche dit aussi que les mesures prises ne bénéficient pas aux personnes les plus en difficulté. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, alors ça, c'est la gauche qui a un argument assez imparable, vous me l'accorderez. Vous savez, à peu près, on a un Français sur deux qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Alors forcément, quand vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, c'est une lapalissade, mais vous n'avez pas de baisse d'impôt. C'est à peu près tout ce qu'on a entendu de la gauche durant le débat parlementaire. J'ajoute à ça qu'on a à peu près 17 millions de foyers fiscaux qui payent l'impôt sur le revenu. J'ajoute à ça que 16 millions de ces 17 millions de foyers vont voir à compter de janvier 2020, pour les tranches de 14 et de 30%, environ 300 à 400 euros de baisse d'impôt dès janvier 2020. Alors, que ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu ne bénéficient pas de cette baisse, ça me semble logique. Je rappelle qu'on a aussi fait la prime d'activité pour ceux qui n'ont pas des salaires accédant à l'impôt sur le revenu. Pour le reste, on a fait, à mon sens, la plus grosse baisse d'impôt depuis de très longues années. Après, c'est de la politique politicienne et c'est normal de critiquer. Vous êtes optimiste sur un texte commun, un accord qui soit trouvé entre députés et sénateurs sur ce budget ? Oui, je suis optimiste. La CMP de la commission mixte paritaire de la première lecture s'est plutôt bien déroulée et je suis optimiste, du moins je m'autorise à l'être pour les prochains jours. Oui. Allez, on va terminer par les municipales, notamment à Paris. Vous soutenez, vous, Benjamin Griveaux, candidat investi par La République En Marche. Hier, il y a eu de nouvelles investitures et alors elles ont fait polémique, notamment celle de Sandrine Mazetier dans le 12e arrondissement face à Emmanuel Grégoire. Sandrine Mazetier, c'est une ancienne socialiste, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et ça n'a pas plu chez vous. On va regarder ce tweet d'Anne-Christine Lang. C'est votre collègue députée La République En Marche à Paris. Elle soutient Cédric Villani. On regarde son tweet. La Commission nationale d'investiture a examiné avec attention le dossier de la candidate Sandrine Mazetier et dans sa grande sagesse, elle a considéré qu'après son échec cuisant aux législatives, elle pouvait utilement être recyclée pour contrer la dérive droitière du candidat officiel. Donc Benjamin Griveaux, qu'est-ce que vous dites? Alors je vais dire deux choses et j'apprécie Anne-Christine Lang et on discute souvent ensemble. Premièrement, le respect, en règle générale, dans la vie, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que c'est une valeur assez intéressante et qui permet de mieux vivre ensemble. Je trouve son tweet assez irrespectueux, pour ne pas dire brutal, voire virulent. On peut ne pas être d'accord, mais de là à parler de recyclage, comme on parle du recyclage ou de la consigne, je trouve que c'est un peu fort de café, entre femmes qui plus est. Vous auriez dû montrer la réponse d'Emmanuel Grégoire à ce tweet hyper virulent d'Anne-Christine Lang qui lui dit « t'es quand même un peu dur ». Emmanuel Grégoire qui sera en face oui, mais t'es quand même un peu dur. Je pense qu'on n'est pas obligé de tomber là-dedans quand on fait de la politique. Après...
Je vous dirais, vous savez, quoi qu'on fasse, ça fait partie du charme de la campagne aux côtés de Benjamin Griveaux. Tout est un peu polémique. Il y a 2 semaines, j'avais une autre polémique avec une jeune femme extraordinaire qui malheureusement ne pourra pas être notre tête de liste parce qu'elle a des problèmes de santé et donc elle a dû renoncer. Je pense à Philippine Hubin dans le 7e. On a entendu pique-pendre sur Philippine Hubin qui venait plutôt de la droite. Aujourd'hui, on entend pique-pendre sur Madame Mazetier qui vient de la gauche. Le rassemblement, vous savez, il y a ceux qui en font des colloques ou des grands discours dans la presse, puis il y a ceux qui le pratiquent plus modestement. Benjamin fait partie de cela. Juste parce qu'il nous reste peu de temps, est-ce que vous ne trouvez pas que ce duel Villani-Griveaux est en train de prendre des proportions importantes au risque de vous faire perdre la mairie de Paris, en tout cas de ne pas la gagner? Ce dont je suis sûr, c'est que la dissidence de Cédric Villani n'est pas la meilleure option pour faire gagner La République En Marche à Paris et qu'il y aura une responsabilité si jamais une défaite devait arriver. Après, je vais vous dire, vous savez... Ça, la responsabilité de Cédric Villani, cette éventuelle défaite? Il faudra la considérer. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un candidat qui est devant Cédric Villani, qui tient la route et qui toutes les semaines fait des propositions et sort ses têtes de liste. Il s'appelle Benjamin Griveaux et il est solide sur ses appuis. Merci beaucoup. Merci Olivia Grégoire d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice Moyon. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons bien sûr de cette réforme des retraites. Journée de mobilisation aujourd'hui à l'appel des syndicats. Jean-Paul Delevoye s'est exprimé hier. Édouard Philippe dévoilera, lui, la réforme demain. On va longuement en parler. Et puis on parlera aussi d'écologie, de biodiversité à l'heure de la COP25. Ce sera le thème de notre reportage en région que nous découvrirons tout à l'heure. Mais on commence bien sûr par cette réforme des retraites. Hier, je vous le disais, Jean-Paul Delevoye a fait le bilan des concertations avec les syndicats et de la consultation citoyenne avec les Français. Il a parlé, mais sans rien dévoiler, des pistes que suivrait le gouvernement. On voit tout ça avec Fabien Recker. 1 an et demi de concertation, 50 réunions avec les syndicats. Et pourtant, les conclusions du monsieur retraite du gouvernement n'étaient pas réellement attendues hier soir. Sans surprise, Jean-Paul Delevoye a rappelé les grandes lignes de ses préconisations. L'instauration d'un système universel par points et la suppression des régimes spéciaux. Sans surprise également, les points de crispation avec les syndicats. Les organisations syndicales et patronales n'ont pas la même vision des choses sur la prise en compte de l'allongement de l'espérance de vie dans la durée travaillée et des leviers à actionner pour assurer l'équilibre de notre système de retraite en 2025. Je note une demande forte de garantie des droits qui auront été constitués avant la réforme. Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. Âge de départ, date d'entrée en vigueur, valeur du point, autant de questions qui restent à trancher. À la veille des annonces du Premier ministre, en tout cas, les lignes n'ont pas bougé. Nous, on a fait des propositions. C'est vraiment 2 projets de société qui s'opposent. Soit c'est la solidarité, soit c'est le chacun pour soi. Le projet Macron, c'est chacun pour soi. Le projet de la CGT, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas de côté tous ceux, et il y en a quand même quelques-uns dans ce pays, de plus en plus, qui ont des problèmes de carrière. Et je suis pudique quand je dis problème, le chômage. À Édouard Philippe, désormais, de présenter ses arbitrages. Selon le journal Les Échos, l'exécutif pourrait notamment décaler l'entrée en vigueur du nouveau régime à la génération née en 1973, voire à celle de 1975. Autre piste de sortie de crise, des annonces sur mesure pour les enseignants et les cheminots. Réponse mercredi. Et cette réforme des retraites, ce sera le principal débat de ce club. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. On a entendu Jean-Paul Delevoye présenter hier les conclusions des concertations. C'est quoi l'objectif, Pierre Dumazeau, de montrer que les syndicats ont été entendus? L'objectif d'hier, de l'allocution de Jean-Paul Delevoye, je ne l'ai pas comprise. Pour être très honnête, je n'ai pas compris l'intérêt de la prise de parole hier de Jean-Paul Delevoye, alors qu'on a Édouard Philippe qui s'exprime demain, alors qu'il
qu'il a rendu un rapport au mois de juillet dernier et qu'on nous a dit qu'il fallait attendre encore mercredi, que c'était le point. Je ne sais pas pourquoi, on l'a sorti comme ça pour cette prise de parole où on n'a strictement rien appris. La seule chose, oui, c'était de montrer que, effectivement, la communication, c'est de dire, ben voilà, on est prêt, Jean-Paul Delevoye est là, il parle, demain c'est Édouard Philippe, fin de la séquence. Mais sauf que, non seulement ça ne marche pas, que les syndicats attendent évidemment le gros rendez-vous qui est demain et la prise de parole d'Édouard Philippe, et que plusieurs syndicats ont déjà dit qu'ils feraient grève jusqu'à jeudi soir inclus. Donc, je ne suis pas sûr que cette prise de parole ait révolutionné, si vous voulez, l'action syndicale ou l'action politique. Vous l'avez mieux compris, vous, Dominique de Montvalon, ou pas compris comme Pierre Dumazeau? Guère plus, j'ai l'impression que Jean-Paul Delevoye, qui avait démarré en fanfare la mission qui est importante, capitale peut-être, mais en tout cas importante qu'il était confiée, termine un peu en roue libre. Pardonnez-moi, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, et je suis devant vous ici à Public Sénat, l'intervention tout à l'heure de la députée En Marche, Olivia Grégoire. Tout à fait. Et je voudrais insister sur une petite phrase qui m'a frappé, on verra demain. Elle a dit, il faut aller, je cite de mémoire, il faut aller au-delà d'un compromis, il faut des concessions. Donc, on jugera demain. Il faudra que ça ait toujours la couleur d'une réforme, mais en même temps, des concessions. Donc, c'est intéressant. Là, c'est plus fort que Delevoye. Oui, alors en effet, Delevoye, ça n'a servi à rien. Si c'est pour nous dire que les patrons veulent qu'on travaille jusqu'à 65 ans et la CGT jusqu'à 60, ça fait 10 ans qu'on le sait. Donc en effet, ça n'a servi à rien. En revanche, aujourd'hui, la stratégie du gouvernement, elle est claire. Il s'agit de faire des concessions, à mon avis, ciblées. C'est-à-dire que là, on va travailler sur les enseignants. Il va y avoir quelque chose pour les enseignants qui va sortir afin d'essayer d'isoler les cheminots et la RATP du milieu et que le reste des troupes ne suivent pas. C'est un peu ce qu'avaient tenté François Fillon et Éric Woerth en 2010. Ils avaient cédé sur la pénibilité, bien que là, les critères soient toujours difficiles à établir. Donc là, oui, il y aura en effet des concessions et non pas des compromis. Ce que disait Dominique est très juste. Après, rappelons-nous en 2010, comment ça s'était terminé. C'était rendez-vous dans les urnes dans 18 mois. Et tous les syndicats, ce qui était une des rares fois, avaient quand même appelé à voter François Hollande. On va reparler de cette réforme de 2010 avec Alex dans quelques instants, mais sur ce qui se joue pour Édouard Philippe demain, est-ce qu'il joue gros, le Premier ministre, et est-ce qu'il a dans la tête le fait qu'Alain Juppé, son mentor, c'est une réforme des retraites qu'il a fait tomber? Bien sûr, oui, il joue gros. Il joue gros parce que y a évidemment une question de crédibilité. Dominique a raison, il faut que quand même ça ait la couleur, ça ait l'allure d'une réforme, même si on s'achemine de moins en moins vers un grand Big Bang des retraites. Mais évidemment, là, Édouard Philippe, il joue question de la crédibilité. On sait que ses relations avec Jean-Paul Delevoye, elles sont exécrables, qu'ils ne se parlent quasiment pas, ou alors pour s'engueuler. Donc, évidemment, Édouard Philippe, il joue aussi là l'autorité. L'autorité du Premier ministre. Et je pense, enfin, et vous avez raison, qu'il n'oublie pas aussi qu'une réforme des retraites, politiquement, ça peut être très, très dévastateur. Dominique de Montvalon. Non, je me permettais de sourire parce que j'y contribue moi-même, mais nous ne servons pas tout à fait la cause de Jean-Paul Delevoye, c'est d'ailleurs pas notre objectif, mais c'est lui qui la dessert lui-même. Mais dans cette affaire, je vais à nouveau citer Olivia Grégoire, elle m'a marqué par l'intervention devant vous tout à l'heure. Elle a dit que, si je me souviens bien, il faut que ce soit un projet politique, hein, et ne pas assommer, à peu près quelque chose comme ça, assommer de chiffres les Français. C'est exactement la situation qui prévaut depuis 3 semaines. C'est-à-dire que même ceux qui seront peut-être ou qui seraient les bénéficiaires de cette réforme finissent par être dans le cadre d'un climat anxiogène, dans un état d'insécurité, ne sachant absolument pas ce qui va leur arriver, ce qui va arriver à leurs enfants, etc. Tout ça parce qu'il y a un bombardement de chiffres, parfois rectifiés, nuancés ou complétés. Le projet, espérons, après chacun se fera son avis, mais espérons que demain il sortira de la bouche du Premier ministre l'architecture globale d'un projet qui tient la route et qu'on comprenne. Voilà. De toute façon, la retraite, ça se résume à 2 questions. C'est-à-dire tous les gens aujourd'hui qui ont entre 45 et 60 ans, c'est
quand est-ce que je pourrais partir avec mon taux plein et combien je vais toucher comme pension. Voilà. Et là, on n'a même pas une approximation de réponse à ces deux questions. Donc du coup, tout cela crée beaucoup d'anxiété, tout cela crée beaucoup d'incertitude. Et à la sortie, on a vu une mobilisation qui a fonctionné. Alors c'est vrai qu'elle est tirée par quelques professions qui ont des régimes spéciaux, par les fonctionnaires, par les enseignants. Mais il n'empêche qu'elle est soutenue par l'opinion publique. Et là, c'est plus compliqué que les gilets jaunes par le gouvernement, parce que ceux qui sont dans la rue sont des gens qu'on connaît, qui savent maîtriser des manifestations et à qui on fait confiance pour négocier. Donc le gouvernement a trop traîné, a laissé s'installer sous toutes ces anxiétés, et maintenant il récolte la mobilisation. Alors, on vous le disait, c'est aussi une bataille entre les syndicats et l'exécutif qui se joue dans cette réforme des retraites. Alex, chaque semaine, vous remontez pour nous les archives et on va le voir, les relations entre syndicats et exécutifs ne sont pas un long fleuve tranquille. Alex, vous avez fouillé les archives de Public Sénat, vous êtes remonté à la réforme des retraites de 2010 qui a fait descendre beaucoup de Français dans la rue. Et oui, souvenez-vous, cette réforme des retraites mettait fin à la retraite à 60 ans, reculait l'âge légal de départ à 62 ans. Et on va voir un peu la méthode du gouvernement à l'époque pour mener cette réforme en concertation avec les syndicats. La méthode, c'était la vitesse, aller vite, une concertation éclair avec les syndicats, prendre tout le monde de court. Regardez. Un projet de loi présenté début juillet en Conseil des ministres pour un examen en septembre au Parlement. Le gouvernement veut aller vite. Je pense qu'au fond, on va à la bonne vitesse, qui est qu'il y a urgence dans la décision. Car plus on attend pour prendre des décisions sur la réforme des Français, sur la réforme des retraites des Français, plus on attend, plus on fragilise le système de retraite. Et voilà une méthode qui contraste avec la méthode actuelle et les 2 ans de concertation menés par Jean-Paul Delevoye. Alors en 2010, effectivement, des millions de Français descendent dans la rue, des millions de salariés, privés, publics. Le gouvernement, la droite, fait peu de concessions et joue plutôt la stratégie du pourrissement de la mobilisation des syndicats. Regardez. C'est un pari risqué. Le gouvernement mise sur le pourrissement de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats se sont exprimés, ils sont exprimés en juillet dans la rue, ils l'ont fait le 23 septembre, ils l'ont fait le 2 octobre, ils nous annoncent le 12 octobre, c'est la libre expression des syndicats. Mais nous pensons vraiment que pour sauver ce système, nous sommes obligés d'avoir une réforme qui tente à l'équilibre en 2018. Donc les grands principes de l'équilibre, nous y tiendrons. Et voilà, en 2010, la concertation s'est très mal passée entre Nicolas Sarkozy et les syndicats. Et en pleine période de grogne sociale, Nicolas Sarkozy choisit d'inviter à l'Élysée Thierry Henry, le joueur de l'équipe de France de football, pour faire le point sur cette Coupe du Monde ratée en 2010 en Afrique du Sud. Et cette visite, elle passe très mal auprès des syndicats, et notamment auprès de François Chérec, ancien secrétaire général de la CFDT, aujourd'hui disparu. Écoutez. Moi, Thierry Henry à l'Élysée, ça me choque. Et j'ai vécu ça comme une forme de mépris vis-à-vis des manifestants. Pour une raison simple, si le président de la République estime que plusieurs centaines de milliers, si ce n'est des millions de personnes dans la rue, s'il estime que 10% de chômeurs, ce n'est pas des choses importantes, et qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est d'en urgence de rencontrer des joueurs de foot qui ont mal représenté notre pays, qui gagnent des millions d'euros, je pense que c'est du mépris vis-à-vis des personnes qui ne supportent plus les inégalités. Et voilà, petite erreur de communication de la part de Nicolas Sarkozy. Alors on verra si Emmanuel Macron, en juin prochain, en 2020, si jamais on rate notre Euro 2020, on verra si Emmanuel Macron accueille Kylian Mbappé à l'Élysée, alors que peut-être la réforme des retraites sera en examen au Parlement. Bon, on espère quand même qu'on va plus réussir l'Euro 2020 que la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ouais, Alex. Merci pour ce rappel. C'est aussi la bataille qui se joue entre les syndicats et l'exécutif. Est-ce que pour le moment, le point, il n'est pas aux syndicats ? Les syndicats, ils ont dans l'opinion une image presque aussi détériorée que celle des partis politiques et des élus en général, hein, si on prend pas la situation présente, mais l'évolution de la situation. Mais ils se sont refaits. Ils se sont refaits à la faveur d'une mobilisation adossée aux syndicats représentatifs de la RATP et de la SNCF, et aussi des flottements, des erreurs même du gouvernement. Ils se sont refaits. N'exagérons pas complètement la chose, hein. Ils sont quand même pas dans une position de force absolue, pour 2 raisons. La première, c'est que vous voyez que quand on regarde les sondages, parce qu'ils sont un peu notre boussole, même s'il convient de les prendre avec un peu de recul, il y a une différence entre soutien,
soutien, c'est le soutien aux thèses, par exemple, exprimées par Philippe Martinez, et sympathie. Qui, en situation difficile, n'exprimerait pas un soutien à ceux qui se battent contre le gouvernement et réclament que plus de justice sociale soit prise en compte. Mais c'est pas la même chose, le soutien et la sympathie. Et puis, il va y avoir un rendez-vous très difficile à partir de demain et la suite pour le gouvernement, mais aussi pour les syndicats. S'il y a des concessions, est-ce que le jusqu'au-boutisme de la CGT et de Sud continuera à valoir? C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est que le projet soit entièrement retiré. L'arbitre, c'est comme toujours, et plus que jamais, l'opinion publique. Oui, c'est l'opinion. Alors après, dans la stratégie du gouvernement, il y a la volonté ou la tentative de ramener quelques syndicats autour de la table. On pense évidemment à la CFDT, qu'il a fini par affaiblir parce que certaines fédérations régionales, la CFDT cheminot, ont rejoint les cortèges. Donc on affaiblit celui qui peut être son interlocuteur, c'est jamais bon. Il y a peut-être l'UNSA qui, sur quelques points ciblés, peut revenir à table des négociations. Donc il y a aussi cette stratégie parallèle. Mais encore pour ça, faut-il avoir un dialogue permanent avec ces syndicats? Je ne suis pas certain que Mme Pénicaud, que M. Delevoye, M. Djebari soient tous les jours en contact avec les syndicats. Ça, on ne le sait pas, mais en général, c'est comme ça que ça doit se passer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, c'est la bataille de l'opinion. Alors là, Emmanuel Macron, contrairement à la crise des Gilets jaunes, s'était annoncé qu'il ferait cette réforme, qui changerait de système. C'était annoncé. La hausse du gazole, elle n'était pas annoncée. Donc oui, mais aujourd'hui, l'opinion, elle est quand même pas tout à fait guérie de la crise des Gilets jaunes. Le malaise social, il est là. Et les retraites, qui est quand même le point le plus important pour les Français, les retraites, c'est un choix de vie aujourd'hui. C'est plus de la vieillesse. Donc du coup, cette bataille de l'opinion, elle est difficile à gagner, mais c'est là que ça se joue. Dans l'acte 1 juste pour dire que dans l'acte 1 du macronisme, c'était l'acte Jupiter. Hein. Tout venait d'en haut, tombait à vitesse grand V, sans qu'il y ait beaucoup de concertation, avec le court-circuitage, résumons globalement, à la fois du Parlement et des corps intermédiaires. Mais là, il y a une espèce de trouble, parce qu'on est tombé, pour beaucoup, il y a le sentiment qu'on est passé à un système différent, mais presque caricaturalement inverse. C'est discussion, table ronde, on se rend compte. C'est la parlotte. Enfin, bon, on verra demain, mais c'est la parlotte. Ça va finir, si je caricature un peu, à peine dans mon esprit, ça va finir par le retour à la 4ème République. Bon, c'est pas forcément l'objectif. Hein. Même après le discours de demain, Jean-Paul Delevoye dit qu'il y aura encore des concertations. Est-ce qu'à un moment, il faut arrêter les concertations, présenter un projet ? Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a bien un moment donné où il va falloir prendre une décision et aller au Parlement avec un texte. Et présenter un projet aux Français, ne serait-ce parce qu'on imagine mal le pays encore mobilisé et bloqué à l'approche des fêtes de Noël, etc. Donc oui, les concertations... Mais sur quoi mise le gouvernement ? Sur un retournement de l'opinion ? Sur un ras-le-bol des blocages ? En fait, il y a deux choses, parce que dans ce qu'on appelle communément l'acte 1 du quinquennat, les syndicats étaient court-circuités, ils n'arrivaient même pas à être d'accord entre eux et ils n'arrivaient pas à faire un défilé unitaire et tous ensemble. Ils n'ont pas vu arriver la crise des Gilets jaunes, ça on l'a dit, et effectivement cette mobilisation aujourd'hui recrée des intersyndicales, la CGT, Philippe Martinez et autres se refont un peu la cerise sur cette mobilisation, sauf que l'opinion pour l'instant dans les différents sondages qui effectivement il faut prendre avec des pincettes, mais soutient le mouvement, a de la sympathie avec les grévistes. Et même si les blocages sont de la responsabilité du gouvernement. Même si c'est pénible. Ils ne peuvent pas soutenir le projet du gouvernement parce qu'ils n'arrivent pas à le comprendre. Pour l'instant, il n'est pas là, il n'arrive pas à le comprendre. Et puis pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est compliqué. Mais l'opinion, si demain, Édouard Philippe est extrêmement clair et arrive en disant, voilà, alors la réforme des retraites, ça va être ça, ça, ça pour les professeurs, c'est ça, pour les hôpitaux, c'est ça, pour les... Enfin, etc. etc. Là, ce sera plus clair. Là, ce sera plus clair. Chacun choisira. Et chacun choisira. Et en plus, Emmanuel Macron, pourtant, je ne le défends pas chaque semaine sur ce plateau, mais Emmanuel Macron n'avance pas masqué. Il l'a dit. C'était dans son programme, cette réforme. Donc, si Édouard Philippe est très clair, demain, ça ira. Si demain, Édouard Philippe fait un discours un peu filé d'eau tiède,
là-dessus, on a Jean-Paul Delevoye qui dit attendez, parce qu'il y a encore 6 tables rondes, 2 concertations, un Grenelle, et puis on arrive au mois de mars. Là, ça va être beaucoup plus difficile. Et malheureusement, je crains que ce soit la deuxième option qui soit privilégiée. Attendons demain, mais je pense que si Jean-Paul Delevoye en amont dit vous inquiétez pas, il y a une prise de parole demain, mais il y aura d'autres concertations ensuite. C'est un peu ce qu'il a dit hier. Quand même. Bien sûr. Alors, donc à un moment donné, il va falloir se décider. Est-ce que vous le disiez, Pascal, c'était dans le programme présidentiel, voilà, cette réforme des retraites. Est-ce que du coup Emmanuel Macron, il joue gros ici demain? Est-ce que s'il recule, s'il recule, c'est fini, il peut tirer le rideau. C'est quand même l'engagement social fort. Il avait dit d'abord on libère, ensuite on protège. Donc en effet, on a fait la loi sur la formation professionnelle, la deuxième loi travail, la loi pacte. Donc bref, on a fait toute la partie, on a baissé les impôts, on a baissé les charges. Donc toute la partie, on libère les énergies pour que les entreprises et les ménages puissent réinvestir. Ça c'est fait. Ensuite, on a quand même lâché plusieurs milliards à la suite de la crise des Gilets jaunes, donc il y a eu de la redistribution. Maintenant, c'est la grande réforme sociale. Et encore une fois, d'abord c'est 14% de notre richesse nationale, ce qui n'est pas rien, et c'est 40% de tout ce qui est redistribué aux Français. Donc là, c'est l'essentiel. Et j'ajoute que c'est l'essentiel aussi pour la vie de beaucoup de Français, parce que la retraite, on a instillé l'idée depuis les années 80, c'est un moment heureux, c'est un moment attendu, entre 60 et 75 ans. Donc beaucoup de Français n'ont pas envie de partir trop tard. Dominique, est-ce qu'il y a eu une erreur de stratégie à la base de ce quinquennat? Effectivement, Pascal l'a dit, c'était d'abord libérer, ensuite protéger. Cette réforme des retraites est rentrée dans la catégorie protégée. Aujourd'hui, les Français, ils n'ont pas vraiment l'impression parler que ça va les de protéger. calendrier. On peut imaginer, on ne va pas refaire l'histoire, mais qu'il aurait été plus logique de la faire au début, dans l'élan de l'élection présidentielle. D'autant plus. Alors, je veux juste ajouter qu'au moment où nous parlons, mais nous le savons tous, mais on le dit pour ceux qui nous écoutent, et ils le savent encore mieux que nous. Il y a des embouteillages épouvantables sur les routes. Il y a des gens qui s'agglutinent aux arrêts d'autobus pour essayer de voir les rares autobus. Il y en a quand même quelques-uns, mais peu nombreux, etc. Dans les métros, il faut voir les scènes qui se passent. Autrement dit, indépendamment de notre analyse, je prends ça d'abord pour moi, de notre analyse politique et syndicale, c'est pas tenable longtemps. Il y a effectivement l'approche de Noël, mais c'est pas tenable longtemps. Donc il va falloir que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et on aura bien sûr l'occasion d'en reparler à nouveau. Vous le savez, tous les jours, on se rend dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Saint-Quentin, retrouver nos partenaires de l'Aisne Nouvelle. Bonjour Samir Edar, vous êtes le rédacteur en chef de l'Aisne Nouvelle. Avec vous, on va parler grève, mais des pompiers. Les sapeurs-pompiers de Saint-Quentin, ils sont en grève depuis le mois de juin et depuis le 5 décembre. Ils ont installé un camp devant le centre de secours. Absolument. Bonjour Oriane. Effectivement, depuis le mois de juin, les pompiers de Saint-Quentin sont en grève avec des revendications qui sont les mêmes finalement qu'au plan national, notamment sur les conditions de travail, la reconnaissance. Ils demandent une prime au feu. Cela dit, à Saint-Quentin, il y a des spécificités plus locales qui attisent la colère depuis maintenant des mois, et c'est pour ça que depuis le 5 décembre, donc, ils ont installé un camp pour être entendus par leur direction du SDIS. Alors, quelles sont ces revendications? En réalité, le centre de secours de Saint-Quentin est vétuste, très vétuste, et depuis des années maintenant, les soldats du feu demandent à ce que les autorités interviennent pour améliorer cette situation, et notamment pour procéder au désamiantage du site. Ils demandent également davantage d'effectifs, puisque aujourd'hui, ils dénombrent 3 pompiers en moins par jour, et surtout ils sont obligés de plus en plus aujourd'hui de pallier à la défaillance des pouvoirs publics, notamment sur les ambulances privées, où ils font beaucoup trop d'ambulances privées à leur goût, et puis surtout des interventions qui ne sont pas de leur ressort. Ils interviennent également beaucoup sur les villages avoisinants, ce qui les empêche de se concentrer sur leur mission principale qui est Saint-Quentin. Alors qu'en pense le SDIS de l'Aisne, c'est le service départemental d'incendie et de secours? Oui, le service départemental d'incendie et de secours, par la voix de Pierre-Jean Verzelen, qui est par ailleurs vice-président du conseil départemental de l'Aisne, semble entendre les pompiers, mais ne leur donne pas satisfaction. En tous les cas, il nous annonce aujourd'hui dans nos colonnes que un programme
de réhabilitation est engagé depuis le mois d'octobre, un programme à tiroir parce que les sapeurs-pompiers sont obligés de continuer à travailler, donc on ne peut pas faire les travaux d'un coup. Donc ils ont engagé aujourd'hui une enveloppe de 8 millions d'euros pour la réfection de cette caserne. Par ailleurs, le conseil départemental annonce s'engager pour que les sapeurs-pompiers de Saint-Quentin interviennent de moins en moins sur les communes avoisinantes. Allez, on va passer à un autre sujet pour terminer. Samir Eddar, ce sont les étoiles picardes. Dites-nous tout. Elles ont lieu ce soir, ces étoiles picardes. Les étoiles picardes ont lieu effectivement ce soir à Beauvais. Alors les étoiles picardes, qu'est-ce que c'est? C'est une récompense pour tous ceux qui ont fait l'actu en Picardie cette année. Elles sont organisées par le Courrier Picard, nos amis du Courrier Picard, en collaboration donc avec l'Aisne Nouvelle. Les trophées seront remis ce soir à Beauvais et dans la catégorie des actionnés, on retrouvera par exemple deux jeunes qui ont mis en place des défilés atypiques. Nous retrouverons également une directrice de maison culturelle, nous retrouverons un chien, le chien de la gendarmerie et de la police, détecteur qui détectait de la drogue et qui a pris sa retraite. Et nous retrouverons également un réalisateur césarisé en 2019, qu'il gagnera ce trophée. Réponse ce soir. Et bien voilà, et la réponse ce sera, on imagine, à lire demain dans l'Aisne Nouvelle. On va regarder votre une du jour. Samir Eddar, la une de l'Aisne Nouvelle, on va la voir ensemble. Elle est consacrée à ce que vous venez de nous dire, cette colère des pompiers, la colère qui fait long feu. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On va maintenant passer à notre reportage en région. Vous le savez, toutes les semaines, on est à votre rencontre dans un département. Cette semaine, on est dans Lyon pour parler environnement, écologie à l'occasion de la COP25 qui se tient à Madrid. On va parler de l'un des enjeux majeurs de cette COP, c'est la lutte en faveur de la biodiversité. Les associations tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs années, notamment la Ligue de protection des oiseaux. Quentin Calmet et Romane Boudier nous emmènent du côté de Vergigny. C'est à 30 minutes d'Auxerre pour savoir s'il est déjà trop tard pour sauver la biodiversité dans les campagnes. On regarde. Nous sommes à une demi-heure de route d'Auxerre, dans l'Yonne. Et ici, comme dans de nombreux départements en France, on note la diminution du nombre d'oiseaux observés, voire même la disparition de certaines espèces. On va en parler avec un ornithologue. Bonjour. Bonjour François Bouzender. Bonjour. Alors vous êtes ornithologue pour la Ligue pour la protection des oiseaux. On est où ici? Ici, on est à la réserve ornithologique de Barbourceau, dans le département de Lyon. Sur les sites, là, on va avoir deux grandes activités. Une activité un peu scientifique, une activité de terrain. Donc on va compter les oiseaux régulièrement sur le site, donc que ce soit par des bénévoles ou bien des salariés, dans un cadre un peu plus scientifique. Et une autre activité, c'est l'accueil du public. Donc là, on est dans un observatoire qui a été aménagé pour l'accueil du grand public. Des bénévoles viennent faire des petites animations, des permanences. Et on a aussi de l'éducation à l'environnement. On va accueillir des scolaires notamment pour leur montrer un peu de la biodiversité sur le site. Quelles sont les observations que la LPO a pu faire sur cette réserve? Alors sur cette réserve, mais dans le département en général, on observe un déclin des oiseaux marqué. Et si on reprend un chiffre que le Muséum et le CNRS ont sorti l'année dernière, le chiffre qu'il faut retenir, c'est moins 30% d'oiseaux dans nos campagnes au cours des 10 dernières années. Et ce qu'il apparaît, c'est que les oiseaux des milieux agricoles régressent, de même que les espèces des milieux bâtis. Donc les espèces des milieux agricoles, c'est l'alouette des champs, par exemple, qui a décliné de moins 30% au cours des 10 dernières années. Dans le département de Lyon, c'est ce qu'on a mesuré. L'hirondelle rustique, qui vit près de nos habitations, que tout le monde connaît, c'est moins 40% au cours des 10 dernières années. Est-ce qu'on peut aller observer quelques oiseaux? On peut aller en voir, oui. Peut-être du verdier, on peut trouver quelques oiseaux. Ouais. On y va? Oui, on y va. François, on a évoqué ces espèces d'oiseaux qui disparaissent. C'est quoi les causes de ces disparitions? Alors, la principale cause de disparition, c'est le système agricole. C'est le modèle agricole actuel qui fait que les espèces d'oiseaux disparaissent. Alors, il y a plusieurs petits facteurs. Hein. On a la destruction des haies, des mares, des bandes enherbées, des jachères, et on a surtout l'emploi des pesticides, à la fois qui éliminent les insectes et les petites plantes agricoles. Tout ça, c'est des ressources alimentaires en moins pour les oiseaux.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Guy Hervé. Bonjour. Alors vous êtes président de la LPO de Lyon depuis 10 ans. Que dire de l'action de l'État, des collectivités? Est-ce qu'elle est à la hauteur sur la question de la biodiversité? Alors au niveau de l'État, depuis 10 ans, on participe de plus en plus aux différentes commissions et comités qui sont mis en place par l'État. C'est-à-dire on participe au débat public. On est invité à ces réunions. Alors on y va au maximum de nos possibilités et on nous écoute et on donne des avis justement sur la protection, par exemple d'une mare, la protection de haies, la plantation d'arbres, quelles espèces on met. Et également, donc c'est tout le territoire, on nous écoute sur l'ensemble du territoire. On a vu ces espèces qui ont disparu. Est-ce que c'est un phénomène qui est réversible? On voit l'évolution avec le bio, avec l'agroécologie. On voit bien que le monde agricole est en train d'évoluer. Mais ça va aller lentement et il faut qu'on les accompagne et non pas qu'on les critique systématiquement. La lutte en faveur de la biodiversité, c'est l'affaire de chacun. C'est aussi cela le message des associations comme la Ligue pour la protection des oiseaux. Et les grands événements comme la COP21 de Paris ou la COP25 de Madrid, eh bien, ces grands événements peuvent aider à l'accélération de la prise de conscience collective. Reportage dans Lyon, la suite demain dans cette émission. Et pour terminer, on va regarder ensemble ce qu'il y a dans vos journaux régionaux ce matin. C'est avec Alex. Et Alex, on commence avec le courrier Picard. Eh bien, il est question de la deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites du gouvernement. Deuxième tour à la veille des annonces du contenu de cette réforme par le Premier ministre Édouard Philippe. Et on enchaîne avec le courrier de l'Ouest. Et on enchaîne avec le courrier de l'Ouest. Très vite, on enchaîne avec le courrier de l'Ouest. Très vite, le courrier de l'Ouest qui titre également sur cette deuxième journée de manifestation contre la réforme des retraites. Nouvelle épreuve de force entre d'un côté les syndicats, de l'autre le gouvernement. Pour l'instant, on peut dire que l'avantage est dans le camp des syndicats. On va voir si Édouard Philippe réussit à faire pencher la balance. Et on va faire un tour du côté du Maine-et-Loire à Angers pour voir comment se passe cette grève. Si elle prend, eh bien en fait, non, elle ne prend pas du tout, elle est assez sporadique. Il y a juste une petite poignée d'irréductibles grévistes qui maintiennent un piquet de grève devant le centre de collecte des ordures ménagères à Angers. Comme quoi, avec quelques-uns, eh bien, on peut faire un grand blocage. Et c'est une autre grève à la une de Midi Libre. Et oui, il y a d'autres catégories de Français qui sont en colère. Ce sont les jeunes médecins, les internes qui vont se mettre en grève eux aussi. Leur rémunération n'augmente pas vraiment. Ils font plus de 100 heures de travail par semaine. Et ils contestent également la réforme des études de médecine qui a été menée par le gouvernement. Bref, rien ne va plus pour les jeunes médecins. Et on termine avec Paris-Normandie. Paris-Normandie qui pose une question. Faut-il rouvrir l'usine Lubrizol à Rouen 3 mois après l'incendie qui a touché toute la capitale normande et ses alentours? C'est en tout cas la décision qui va être prise ou non par la direction régionale de l'environnement aujourd'hui pour savoir si les salariés peuvent reprendre le travail. En tout cas, la commission d'enquête du Sénat sur cet incendie de Lubrizol continue ses travaux cette semaine. Il y aura les dirigeants de l'usine Normandie Logistique qui seront auditionnés cette semaine. L'usine Normandie Logistique est voisine de l'usine Lubrizol. Elle a également été incendiée. Merci beaucoup Alex pour cette revue de presse. On va regarder vos unes, messieurs, la une du Dauphiné libéré. C'est avec vous Pascal Jalabert. On va la voir. Les médecins devaient-ils sauver Jack? Oui, donc une histoire à la fois poignante et un peu dérangeante. Donc ça remonte à 2001, au mois de mars 2001, dans une clinique grenobloise où un enfant naît sans vie et les médecins, un bébé naît sans vie, étouffé par un cordon ombilical, et les médecins le sauvent à coup de décharge électrique, et la famille dit que ça a été encore un accouchement difficile, que ça a été encore plus douloureux de vivre tout ça. Donc ils ont assigné la famille devant le tribunal, ils ont assigné la clinique et ses médecins devant le tribunal, et les médecins disent qu'ils ont fait tous les gestes qui s'imposaient dans ce cas-là. Donc c'est raconté avec beaucoup de distance et de rigueur par nos collègues du Dauphiné. C'est vrai que c'est un procès qui fera date. Et c'est à lire aujourd'hui dans le Dauphiné libéré, la une de la lettre de l'expansion en latin. Pierre Dumazo, oui, absite reverentia vero. Magnifique. Ne craignons pas de dire la vérité. Oui. C'est une citation d'Ovide, et évidemment en résonance
à la réforme des retraites et aux annonces futures, prochaines, en tout cas on l'espère, d'Édouard Philippe demain. Et un article à lire dans la lettre de l'Expansion cette semaine, le torchon brûle encore entre l'Élysée et le Sénat. Oui, sur la guerre entre Jean-Pierre Sueur et Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Jean-Pierre Sueur, c'est le vice-président de la Commission des lois du Sénat qui tous les ans fait un rapport sur le budget de l'Élysée. Cette année, il est en hausse et il est de tradition que l'Élysée reçoive le sénateur Jean-Pierre Sueur. Sauf que cette année, fin de non-recevoir, Patrick Stroda qui a déclaré qu'il ne recevait que des gens respectables. Alors c'est un langage pas très diplomatique. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que Jean-Pierre Sueur ait été co-rapporteur de la mission d'enquête sur l'affaire Benalla ? Peut-être, en tout cas à l'Élysée, on est un petit peu gêné par cette sortie de Patrick Stroda et donc ça ne va pas réchauffer le lien entre le Sénat et l'Élysée. Et c'est à lire dans la lettre de l'Expansion. Exactement. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, on vous souhaite une très bonne journée. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.